Je suis heureux au nom de Startup for Kids d'accueillir les 3 personnes qui vont pouvoir débattre et répondre un peu à cette question. D'abord, je vais commencer par Tiffaine Bonnet, d'Ashoka, qui est responsable, chef de projet éduc, elle vous dira ce qu'est Ashoka. Philippe Ajuelos, de la direction du numérique pour l'éducation, il vous dira aussi ce que c'est que la direction du numérique pour l'éducation. Et enfin, André Jordan, qui est professeur d'université à Genève. Voilà. Juste en quelques mots, je suis secrétaire général d'une association qui s'appelle l'AFINEF, qui est une association qui regroupe des industriels du numérique, de l'éducation et de la formation. Et voilà, je vais essayer de faire un peu l'animation de cette séance. Rapidement, puisque je parle des industriels, on a parfois des représentations sur cette question, l'école du futur. Et on imagine que finalement, cette école, elle part... Enfin, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que j'ai voulu dire 2 choses à la fois. Je vais essayer de repartir à zéro. Dans le texte, peut-être que vous avez lu en introduction de cette conférence, on est parti de l'idée que finalement l'école était une école avec des pardon. Oui, des élèves, oui. Des professeurs. Une configuration d'une classe, je dirais, qui remonte au 19e siècle. Et en fait, c'est peut-être pas aussi simple que ça, parce que, bien sûr, les écoles sont toujours avec cette configuration de classe, mais dans les classes, il se passe... les professeurs vont avancer, et, se promènent dans la classe, ils modifient cet espace de la classe. La classe n'est pas non plus seulement l'espace, qui représente cette école du futur, c'est qu'un des éléments. Et enfin, l'école du futur, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale du changement de la société elle-même, avec ces bouleversements, ils sont nombreux, économiques, sociologiques, politiques, technologiques et autres. Et disons que ce qui est important, peut-être, c'est de ne pas laisser prendre par des représentations. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'on est parfois habitué à penser que les industriels du numérique qui font des solutions, des logiciels, des matériels, etc., voudraient remplacer l'enseignant par des outils. Je pense que c'est certainement pas leur idée, certainement pas leur vision. Et que ce qui est intéressant dans la réunion d'aujourd'hui, dans la conférence d'aujourd'hui, c'est que on puisse croiser les regards et montrer que dans cette école du futur, il y a plusieurs modèles et qu'il faut surtout, au contraire, essayer de voir comment toutes ces expériences peuvent se combiner et surtout sortir des représentations. Voilà laborieusement ce que je voulais vous dire. Et je voudrais poser d'abord demander à aussi bien à André, Tiffaine et Philippe de se présenter et en même temps peut-être nous dire non, d'abord se présenter. Bonjour à tous, donc Tiffaine Bonnet, je suis ravie d'être là, merci de m'accueillir. Je travaille donc chez Ashoka, alors c'est pas juste 3 lettres, c'est A-S-H-O-K-A, souvent on se trompe sur ce nom. Ashoka, c'est une ONG et plus précisément un réseau d'acteurs de changement. Alors, une terminologie qui peut forcément très très compréhensible. En français, dans le texte, ce que ça signifie, c'est que le métier d'Ashoka, c'est d'identifier des petites pépites. Ce qu'on appelle les petites pépites, ce sont des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens comme vous, qui, à un moment de leur vie, décident de s'attaquer à un problème d'ampleur, que ce soit dans le domaine de l'écologie, de l'éducation, peu importe le secteur, mais la façon dont ils construisent leur organisation, c'est de sorte à répondre à des enjeux majeurs de notre société. Et chez Ashoka, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on identifie et on accompagne ces entrepreneurs sociaux dans
leur mise en lumière et leur changement d'échelle. Chez Ashoka, il y a 3300 entrepreneurs sociaux dans 95 pays qui sont accompagnés. Pas moins d'un tiers d'entre eux opèrent de près ou de loin sur la question de l'éducation. Et finalement, quand on sait que chez Ashoka, on se rend compte que tous ces entrepreneurs sociaux sont généralement les premiers signaux de tendance lourde de demain, savoir qu'on a un tiers d'entre eux qui s'intéressent à la question de l'éducation, c'est plutôt un signal qui est déjà assez fort, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Et donc chez Ashoka, je travaille sur la question de l'éducation, évidemment. Bonjour à tous. Merci aussi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, et donc et surtout à la direction du numérique pour l'éducation. La direction du numérique pour l'éducation, c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale qui est assez récente, une création récente qui a moins de 5 ans. La direction du numérique pour l'éducation, c'est une donc structure qui définit, met en œuvre et assure le déploiement du service public du numérique éducatif. Donc c'est au même titre que le service public de l'éducation, vous avez le service public du numérique éducatif. Et dans ce cadre-là, la direction définit la politique de développement des ressources, c'est-à-dire aussi bien le contenu pédagogique que donc les services numériques associés. Elle en fait aussi donc la diffusion, la valorisation. Elle appuie et elle impulse les projets structurants, notamment ceux menés par la filière du numérique éducatif. Cette filière étant composée aussi bien d'opérateurs publics que d'opérateurs privés. Et la question ou l'observation que tu faisais, Marc, sur l'intervention des EdTech, même si tu ne l'as pas nommé comme ça, ce sera une question forcément à poser. Et puis, donc, elle a plein de missions, cette structure, mais elle a aussi la mission en lien avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, donc la DGESCO, de travailler, de concevoir les programmes de formation et les cycles de formation, aussi bien formation initiale que continue, des profs, donc pour l'apprentissage au numérique et par le numérique. Voilà. C'est bon, merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors André Jordan, j'ai un passé assez longtemps avec l'école, puisque ça fait plus de 50 ans. Je suis de la génération où on était recruté à 16 ans pour l'école normale instituteur. Et donc j'ai été instituteur, professeur de collège, professeur de lycée agrégé. Et puis ensuite, je suis parti à Genève comme travailleur immigré pour monter un laboratoire sur l'apprendre. Donc on travaille sur l'apprendre, en général, pas forcément à l'école. Là, on travaille aussi bien pour les musées que pour les entreprises. Et en même temps, depuis 40 ans, j'accompagne des projets éducatifs. Certains, je les ai fait au Oman, d'autres, je les ai accompagnés, soit en France, soit en Suisse, soit en Belgique, soit en Luxembourg, et même en Chine. Voilà. Donc c'est un petit peu cette expérience-là que j'aimerais partager avec vous. Merci André. Merci Philippe et Tiffaine. Puisqu'on s'est présenté, ce serait peut-être pas mal aussi que vous puissiez vous présenter également. Peut-être un peu définir qui est présent en tant que parent d'élèves, professeur, chercheur, industriel peut-être. Pas où. En levant la main. Voilà. Je sais pas, qui est parent, parent d'élèves, ouais. D'accord. On peut être deux choses à la fois. Hein. Plusieurs même. Universitaire. Professeur. Industriel peut-être. Entrepreneur. D'accord. Parfait. Alors puisque vous avez commencé à nous répondre, on va peut-être vous poser nous une question. C'est comment voyez-vous l'école du futur ? Comment ça résonne pour vous l'école du futur ? Je vais vous envoyer cette petite boîte. Il paraît que ceux qui voudraient répondre, vas-y. Ça fait micro. Plus de cloison entre les enseignants, les classes et les disciplines. D'accord. Première idée. Je passe mon tour. Une école
centré sur l'enfant où l'école s'adapte à l'enfant et pas à l'enfant à l'école. Merci. Tout à l'heure, on a fait une table ronde sur les personnes qui étaient sur les réseaux sociaux. Et on en était venu justement sur la problématique de comment apprendre à l'école et que quand même les enfants apprenaient plus sur des tutos ou YouTube ou des choses comme ça. Et on disait pourquoi ne pas dire aux professeurs d'utiliser ces outils qui sont très bien, que les enfants appréhendent plutôt pas mal, hein, plutôt que de rester dans une école telle qu'on l'a connue, moi, il y a au moins une 30aine d'années. Voilà. Je dirais, c'est tellement vaste, une école déjà où les enfants prennent du plaisir et s'amusent. Parce que moi j'ai le mien, le dernier, qui me dit tous les matins, papa, pourquoi il faut se lever si tôt pour apprendre des choses qui m'ennuient. C'est quand même un problème, il n'est pas le seul, loin de là. Une école inclusive, une école qui permette à chaque enfant d'être ce qu'il est, vraiment, profondément. Une école, donc c'est avec une connaissance de soi, avec un espace de créativité et d'imagination fort, de prise en main, et puis un espace où on apprend à travailler ensemble et qui prépare au monde qui est en train d'arriver et qui vont le faire aussi, eux. Merci. Donc, du coup, pareil que monsieur Davant, vraiment une école où on apprend à travailler ensemble parce que j'interviens pas mal dans les collèges, lycées, tout ça, et je remarque que c'est vraiment une compétence qui manque affreusement, alors que c'est une des compétences clés dans le monde de l'entreprise. Et aussi où on apprend en s'amusant. C'est-à-dire que là, les enfants, ils sont devant, on va dire, une situation où ils peuvent aller apprendre des choses en s'amusant dans Internet, et lorsqu'ils vont à l'école, ils s'ennuient, ils trouvent pas ça fun. Et donc l'idée, c'est pas bien sûr d'être fun comme sur Internet, mais de mettre plus l'accent sur comment rendre plus ludique ce qu'ils apprennent au sein même de l'école. Alors moi, je dirais aussi un peu la même chose, mais c'est plus en parlant avec des jeunes, c'est vraiment qu'ils arrivent à... l'image qu'ils ont, c'est comprendre à quoi ça va servir ce qu'on leur apprend, en fait. S'ils n'ont pas cette vision de plus tard, nous on l'a parce qu'on a un recul, mais eux ils ne voient pas forcément tout de suite le rapport avec ce qu'ils vont faire plus tard. Et comme a dit madame, et que sur les réseaux sociaux, où certains disaient justement ils avaient appris ce qu'ils font maintenant grâce aux réseaux sociaux. Et peut-être qu'à l'école, on pourrait essayer de retranscrire la même chose, qu'ils apprennent vraiment, qu'ils voient à quoi ça va servir, mais plus concrètement, quoi. Pas qu'on leur dise qu'il faut juste avoir ces connaissances pour plus tard, quoi. Merci. Oui, c'est pour moi l'école de demain, c'est celle qui va leur permettre d'être dans le monde adulte de demain aussi. Donc c'est développer le travail en collaboratif, effectivement. Là où l'école aujourd'hui, c'est t'es tout seul, tu dois être le meilleur et surtout tu t'aides pas tes copains. C'est du travail aussi de créativité, de savoir aller chercher les infos, poser les bonnes questions, parce que aujourd'hui on n'a plus besoin d'apprendre tout par cœur. J'ai des enfants qui apprennent des trucs par cœur et ils ont des concours où derrière, il faut recracher par cœur, alors qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses et des tas de machines qui, aujourd'hui ou demain, vont faire le travail à leur place. Donc, c'est plutôt d'aller chercher, savoir comment on pose les problèmes, comment on va chercher l'info, comment on bosse ensemble sur un problème pour arriver après à travailler avec les machines, les ordinateurs, les robots, tout ce qui nous arrive là. Bonjour. Vaste sujet. Je pense qu'on peut dire plein de choses sur les méthodes, les outils, etc. Peut-être la première étape de l'école de demain, ce serait de repenser les finalités de l'école, selon moi, et d'unifier ça, d'uniformiser ça, d'être très clair sur ce qu'on attend d'elle, de manière à ce qu'elle travaille principalement sur, ça a été évoqué, la compréhension, vraiment, que les jeunes comprennent pourquoi ils apprennent. Et selon moi, il y a un gros sujet aussi, ça a été évoqué, je crois, c'est l'inclusion sociale qui s'est perdue, à mon avis. Voilà. Madame. Oui, c'est un peu résumé tout ça. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, une école d'inclusion où
On apprend à l'enfant à être autonome aussi, et pas juste à écouter ce que dit éventuellement le professeur, qu'il participe, qu'il soit participatif, et que effectivement une réflexion, qu'ils aient une réflexion collective, et aussi apporter du coup aussi des compétences sociales aussi pour qu'ils puissent s'adapter dans le monde de demain, quoi. Donc j'ai un peu le temps de réfléchir. En accord avec tout ce qui a été dit, peut-être aussi accompagner les professeurs pour qu'ils soient capables... Enfin, tout ce que ça, c'est très bien, mais ça peut être dur en tant que professeur qu'on dise maintenant l'école, ça doit être comme ça, bon courage. Donc aussi dans leur formation, de leur permettre d'apprendre à faire ça. Pour moi, donc, j'attendrai une école qui soit en phase avec son temps, qui soit en phase avec son époque, aussi bien dans les méthodes que dans les modalités d'organisation de l'espace, du temps, etc. Et surtout qui fasse une large place à l'activité des méthodes d'apprentissage actives, parce que c'est comme ça que, de toute façon, les connaissances, on les acquiert le mieux dans la pratique, dans l'expérience, et surtout avec les véritables méthodologies de travail qu'on va avoir dans la vie réelle, quoi. C'est-à-dire on échange, on fait du travail ensemble, on utilise les smartphones, on utilise les tablettes, enfin bref, comme ça marche aujourd'hui, quoi. Voilà. Si. Ah pardon. Alors moi j'avoue que je suis arrivée un peu en retard, du coup j'ai pas trop le concept. Faut parler de l'école de demain, j'imagine. Exactement, tout à fait. C'est le concept un peu, c'est un peu l'école du futur. Alors c'est vrai que, moi je travaille un peu dans le monde de la petite enfance, etc. Et j'entends beaucoup parler, je regarde beaucoup de documentaires. J'ai vu que la Finlande et Singapour étaient vraiment des pays qui étaient très en avance par rapport à nous. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a des thèmes, en tout cas des critères qui sont très importants pour les enfants, à savoir qu'il faut qu'ils puissent s'épanouir et surtout qu'on leur redonne envie d'apprendre. Alors après, moi, je n'ai pas les solutions, je ne sais pas comment on peut y arriver, mais je pense que vraiment, il faut que ça vienne de la part des parents, des professeurs, du système éducatif, professoral, etc. Et c'est seulement si on s'y met tous ensemble que ça pourra fonctionner. Et j'espère qu'on y arrivera et que du coup, grâce à Startup for Kids, on va apporter des éléments. Après, moi, je suis en pleine interrogation et vraiment, je ne sais pas comment on peut redonner cette envie d'apprendre. C'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Et voilà, enfin, du coup, je joue vraiment la question, mais j'espère que voilà, beaucoup d'enfants pourront y arriver. Il y en a qui veulent encore ajouter quelque chose, et on va commencer peut-être à écouter les... Je voudrais juste rajouter sur, justement pour rebondir sur l'envie d'apprendre, de servir vraiment de la curiosité que les enfants ont au démarrage, parce qu'au fur et à mesure des années d'école, je trouve qu'ils perdent cette curiosité. Donc vraiment, quand, je sais pas, ça peut être n'importe quoi... On voit une fourmi qui transporte une amande. Ils se demandent comment elle peut porter ça et pourquoi pas rebondir tout de suite. Enfin, je sais que tout le monde ça va être très dur d'avoir une école de demain, comme je l'imagine, dans le sens comment faire si l'enfant, lui, s'occupe des chevaliers, puis l'autre, il s'occupe des fourmis, et comment avoir des programmes qui soient adaptés à chacun. Mais je trouvais que fallait arriver à trouver des programmes, les injecter avec la curiosité. Je suis pas claire du tout. La curiosité que l'enfant a et justement il a envie d'en savoir plus et on ne sert pas assez de ça. Moi je trouve à l'école. Très rapidement, apprendre à apprendre. Ça sert à rien d'acquérir des connaissances du par cœur qui à un moment sera oublié ou à un moment sera dépassé. Donc, apprendre à apprendre tout en étant autonome, avoir l'esprit critique, etc. Tout simplement une école qui fasse le lien entre le groupe et l'individu. Bonjour. En tant que parent d'enfants atypiques, je souhaite une école inclusive, comme beaucoup de monde a déjà dit, et où tous les talents des enfants ressortent un petit peu naturellement, sans devoir s'appuyer à l'orientation à un certain moment donné pour les guider. Voilà. Et puis que les adultes soient plus des facilitateurs au lieu de maîtres. Merci beaucoup.
L'idée, c'était vraiment finalement de partir du terrain, et c'est ce qu'on va continuer à faire en écoutant un peu les expériences à la fois de Tiffaine et de... vous voulez parler, c'est ça? Non? Tu voulais ajouter quelque chose, Muriel? Ah non, pardon. Et d'André. Et peut-être commencer par ce que la recherche a pu déjà identifier et constater sur le terrain. Déjà, beaucoup de choses ont été dites. Le problème, c'est comment on les met en place. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas simplement des saupoudrages comme on le fait habituellement. C'est vraiment un changement de culture qu'il faut mettre en place. Nos enfants sont formatés comme des consommateurs. Ils attendent que le professeur enseigne pour éventuellement apprendre. Dès l'école maternelle, on leur apprend à attendre, que ce soit pour écouter le prof ou que ce soit pour faire des activités ou même faire des projets. C'est toujours dans l'attente. Ils ne sont pas à hauteur de leur apprentissage. Et donc tout le travail, si vous voulez, c'est d'essayer de transformer cette culture de la consommation à la culture du dynamisme, c'est-à-dire. Donc créer des situations qui créent du sens pour eux. Autrement, c'est des pertes de temps considérables. Attendre que le professeur enseigne. Et dans un cours d'1 heure, parfois il n'y a que 10 minutes d'efficace. C'est terrible ça, de voir ça. Donc on pourrait faire des économies là-dessus d'ailleurs. Donc perte de temps et ensuite perte du désir. Les élèves à l'école maternelle, ils ont plein de questions, plein de désirs. Progressivement, au cours de la scolarité, ce désir s'évapore. Donc là, tout le travail que nous faisons, c'est de créer des situations qui introduisent du sens, des défis, des scénarios, des projets, des choses qui peut les amener à développer leur désir et leur esprit critique. En même temps, comme ça vient de dire, on met l'accent sur apprendre à apprendre. À l'école, on voudrait que les enfants mémorisent, mais on ne donne pas les clés pour mémoriser. On voudrait qu'ils rédigent, mais on ne donne pas les clés pour rédiger. Là aussi, on a fait tout un travail d'innovation, et il y a des fiches en ont résulté, des bouquins en ont résulté sur tous ces aspects apprendre à apprendre. Autre point important aussi, c'est toujours un changement de culture, c'est arrêter de penser la bonne méthode. En France, on veut toujours une bonne méthode. Apprendre, c'est quelque chose de très paradoxal, et ça ne peut pas marcher par une seule méthode. Et il faut sortir du débat, il y a plus de 30 ans, entre les méthodes frontales et les méthodes actives. Il n'y a pas que cette façon-là de prendre. Quand on regarde des modèles pour apprendre, on peut en lister toute une série. Il y a le modèle imitatif qui est important. Il y a le modèle behavioriste qui peut être utilisé. Il y a le modèle constructiviste, mais pas seulement. Il faut aller dans d'autres modèles, notamment un modèle qu'on appelle allostérique. Vous en parlerez si vous êtes intéressé. Donc, vous voyez, et suivant l'élève, suivant le savoir, il faut jongler avec ces différents modèles. Et non pas rester simplement le seul modèle. Chaque modèle a ses intérêts et ses limites. Le modèle frontal que nous utilisons actuellement avec vous, c'est un modèle qui peut être intéressant quand les gens se posent les mêmes questions. Celui qui écoute se pose la même question que celui qui apprend, ou celui qui parle. C'est intéressant si on a le même cadre de référence, si on produit du sens de la même façon. Mais s'il n'y a pas ces éléments-là, le frontal, il ne sert à rien. Et en plus, ça ennuie. Pas de bâillement encore. Et c'est pareil pour les méthodes actives. Les méthodes actives ne sont pas suffisantes. On les met toujours en avant, mais ce n'est pas suffisant. Le gros problème, c'est que les enfants ont des conceptions. Et si on ne les déconstruit pas, malheureusement, ils restent coincés dans la tête. Donc là aussi, si un jour on en parlera sur comment déconstruire le travail. Un bel exemple de méthode, c'est l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, d'abord, on continue à faire apprendre à lire à 6 ans, parce que l'école commençait à 6 ans. On s'aperçoit que la période la plus efficace pour apprendre à lire, c'est 3-4 ans. Et aujourd'hui, les enfants peuvent apprendre à lire en jouant. Et c'est dommage de mettre des méthodes qui marchent uniquement pour les gens qui les créent, et pas pour les enfants. Chacun a sa propre méthode. Et là aussi, c'est complexe, c'est pas que du syllabique ou du global, c'est les deux en interaction. Ça, c'est un paradoxe aussi. C'est pas l'un ou l'autre. Tout est paradoxal, je dis, dans apprendre. Apprendre, c'est vraiment tenir en tension les choses contradictoires. C'est à la fois du désir et de l'effort. C'est à la fois partir de l'élève et aller contre. Je pourrais continuer lentement là-dessus. Autre point important, je ne vais pas me donner plus la parole, autre point important, c'est qu'on n'utilise pas assez le numérique. Bon, je ne sais pas si vous avez lu mon article que j'ai fait dans Le Monde où je m'opposais au fait qu'on s'interdit le smartphone. C'est dommage qu'on donne un outil aux enfants et qu'on leur apprenne pas à vivre avec. D'abord, il y a tout un travail d'apprentissage à faire en relation avec la santé, en relation avec la citoyenneté. On n'utilise pas un smartphone n'importe comment. Et en plus avec l'économie. Il y a des enjeux économiques derrière le smartphone. Bon. Donc ça, c'est intéressant à apprendre aux enfants. Mais après, le smartphone, c'est génial
pour tas de choses. C'est une bibliothèque, c'est des atlas, c'est des tas de bases de données. Et surtout, c'est là qu'on peut se débarrasser des problèmes ennuyeux. À travers le smartphone, on peut apprendre à lire, on peut apprendre à compter, on peut apprendre à écrire, on peut apprendre à la conjugaison, par exemple. Il y a aujourd'hui des logiciels qui sont très intéressants pour apprendre ces choses-là. Dommage qu'on ne l'utilise pas. Donc le professeur pourrait se débarrasser de ces choses ennuyeuses, ou les parents aussi, à travers ces applications. Et se centrer sur d'autres choses, par exemple. Et vous après ensuite. Donc vous voyez, apprendre le smartphone et apprendre le numérique, c'est pas seulement apprendre à coder, c'est apprendre à utiliser tous ces outils avec leurs possibilités et leurs limites. L'autre point que j'aimerais développer, c'est aujourd'hui, il faut repenser les contenus. Les savoirs importants ne sont pas à l'école. Vous avez évoqué déjà toute une série de savoirs qui ne sont pas à l'école. J'en rajouterai d'autres. La philo n'est pas assez, la métacognition, le savoir sur le savoir n'est pas assez à l'école. Ce qui n'est pas assez à l'école, c'est l'anthropologie, par exemple. Il faut vivre avec les autres. Mais surtout, ce qui n'est pas à l'école aujourd'hui, c'est l'analyse systémique, par exemple. Aujourd'hui, on continue à faire des analyses classiques, alors qu'il faudrait apprendre à travailler sur les liens entre les choses. Dès que la situation est complexe, c'est les liens qui sont importants, ce n'est pas les parties. Et que ça, ce n'est pas encore à l'école. La pragmatique n'est pas à l'école non plus. On apprend au mieux à résoudre des problèmes en mathématiques, mais on n'apprend pas à les poser, les problèmes. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Bon, je pourrais multiplier, si vous développez la discussion là-dessus, tous les points qu'il faudrait changer au niveau des contenus, vous voyez. Le dernier point que j'évoquerai, évidemment, c'est le problème des profs, parce que tout dépend des profs. Aujourd'hui, on a un système de recrutement qui n'engage pas les gens prêts à être professeurs. Ils sont recrutés sur des questions académiques et pas sur des questions centrées sur l'enfant ou l'apprentissage. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, on fait des tas de discours sur la formation des maîtres et ça ne se fait pas, et ça se fait mal. Mais je suis universitaire, confier la formation des maîtres à l'université, ça a été une mauvaise idée parce que les profs universitaires ne sont pas prêts à former les enseignants. Ils ne connaissent pas la classe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été un ancien enseignant et surtout d'avoir été un cancre. Et donc, j'ai compris où étaient les difficultés. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc là, c'est un point qu'il faudra développer, c'est justement la formation des profs. Mais après, il faudra penser aussi à penser les classes autrement. J'en parlerai à travers le collège après. Il faut penser l'architecture de l'école autrement aussi. Et pas toujours ces mêmes classes, toutes pareilles, avec un prof, une heure et une discipline. Merci. Justement, puisqu'on parle du terrain et d'expérience dans des collèges, je crois que vous avez accompagné, donc, Ashoka a accompagné à Lyon une expérience qui serait intéressante peut-être de dire quelques mots. De vous en dire quelques mots, effectivement. Comme je vous disais tout à l'heure, Ashoka, c'est un réseau d'entrepreneurs sociaux, mais c'est aussi un réseau d'écoles, ce qu'on appelle les Changemaker Schools. C'est-à-dire qu'on a identifié en France et ailleurs un certain nombre d'établissements scolaires avec des propositions pédagogiques un petit peu différentes. Ces établissements-là, c'est du privé, du public, du confessionnel ou non, de l'urbain, du rural, enfin sans... Voilà, il n'y avait pas un braquet particulier. Le seul dénominateur commun de tous ces établissements-là, c'est de mettre au cœur de leur pédagogie ce qu'on appelle les compétences d'acteurs de changement. C'est ce qu'on appelle, dans un autre langage, les soft skills, c'est les compétences socio-émotionnelles. Pour n'en citer que quelques-unes, parce que la liste est longue et loin de moi l'idée d'être très tatillon sur tout ce qu'on doit mettre là-dedans, mais c'est parler d'empathie, de courage, de confiance et de connaissance de soi, de sens de la coopération et d'esprit critique notamment. Tous ces établissements-là, ils sont hyper différents, ils sont répartis dans la France entière et dans le monde entier, mais leur dénominateur commun, c'est ça. Ce qui est assez bluffant quand on arrive dans ces établissements, et moi ça m'est arrivé assez récemment parce que chez Ashoka, je ne suis pas depuis très longtemps, j'étais DRH avant. Donc la question des compétences, c'est un sujet qui me titille un petit peu, comme qui dirait. On vit ça un peu comme un tsunami, parce qu'on a en face de soi des enfants qui ont déjà développé une connaissance de soi, une reconnaissance de leurs émotions. En tant qu'adultes, ça fait un petit truc quand même, de se dire ils ont un niveau de maturité sur certains sujets. Je ne suis pas sûre, aujourd'hui, en tant qu'adulte, d'avoir toutes ces capacités-là. Et c'est plutôt étonnant. C'est avoir intégré dès le départ les notions de communication non violente, de vivre ensemble,
en tant qu'ancienne RH, pour avoir accompagné un certain nombre de managers, il y a tout un tas de compétences et d'attitudes que j'aurais bien aimé peut-être observer dans le monde des grands. Toujours est-il que ces établissements-là, extrêmement innovants, ou aussi une autre appétence, c'est le souhait de partager, d'ouvrir leurs portes, de partager tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Ils ont tous aussi une grande posture d'humilité, c'est-à-dire qu'aucun ne prétendra jamais avoir la solution, parce qu'on est en train de parler de personnes, d'humains, et qu'il n'y a jamais une seule solution, mais c'est bien en fonction des personnes qui constituent un groupe qu'on s'adapte, et que c'est quelque chose de finalement assez organique et vivant. La question de la mise à l'échelle, c'est un sujet important chez Ashoka pour accompagner des transformations à grande échelle. Pendant quelques années, on a justement identifié ces établissements scolaires et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que partout dans le monde, des approches un petit peu différentes commençaient à voir le jour, ce qu'on appelle des approches par territoire, donc ce qu'on appelle des territoires apprenants, où ce ne sont plus finalement uniquement à l'échelle d'une école ou d'une classe que ces questions d'apprentissage se mettent en œuvre, bien à l'échelle d'une ville, d'un pays, où enfin, en tout cas, il n'y a pas de périmètre géographique très clair, mais on constate, et c'est notamment ce que l'on mène, ce qu'on accompagne chez Ashoka à Lyon, une approche par écosystème, c'est-à-dire toutes les personnes qui accompagnent la façon dont les enfants grandissent, que ce soit les parents, les professeurs, mais aussi sur des cercles un petit peu plus éloignés comme les institutions ou les associations, les entrepreneurs et même les entreprises. Il y a un sujet commun qui est celui justement de déployer toutes ces compétences socio-émotionnelles, de se dire on a quand même à un moment donné tous intérêt à se poser cette question-là. C'est fondamental évidemment pour nos enfants que de leur permettre de déployer ces compétences, mais quid de nous aussi en tant qu'adultes, parce que faire baigner nos petits dans des pédagogies actives par projet qui décloisonnent, ils sauront s'en saisir, mais effectivement c'est la question qui était posée tout à l'heure, en tant qu'adulte, en tant qu'accompagnant, qu'est-ce qu'on fait nous aussi pour se poser les bonnes questions et progresser sur ce champ-là. C'est ce qu'on fait à Lyon. Chez Ashoka, il y a 22 territoires au travers de 16 pays qui sont accompagnés. Pour la France, le territoire Lyon Métropole, donc c'est-à-dire les 59 communes qui sont constitutives de la métropole, se mettent sur cette démarche, sur ce chemin de l'apprenance. Je parle bien de chemin parce qu'on ne se déclare pas territoire apprenant du jour au lendemain. Mais ce sont tout un tas d'acteurs extrêmement variés, que ce soit l'éducation nationale avec laquelle on travaille, que ce soit la métropole du Grand Lyon, la région, l'académie, des entrepreneurs sociaux, des profs, des parents. Il y a à peu près 500 acteurs aujourd'hui qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on doit revisiter la façon dont nos enfants grandissent et apprennent. Et on parle aujourd'hui du champ de l'école, c'est fondamental. Et l'école, on peut se demander quelles frontières on lui donne. Est-ce que c'est à partir du moment où on rentre dans l'établissement scolaire en tant que tel, ou est-ce que c'est à partir du moment où on est? Et jusqu'à quel moment est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on arrête d'apprendre quand on quitte les études supérieures, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, face à la complexité du monde qu'on rencontre, et Dieu sait que ça ne va pas aller en s'arrangeant, est-ce qu'on n'a pas quand même intérêt à apprendre tout au long de la vie? Donc, dans le cadre, comme je disais, d'Ashoka, effectivement, c'est cette approche territoriale qui est examinée aujourd'hui et qui se traduit finalement par tout un tas de projets extrêmement concrets qui sont portés par et pour les acteurs du territoire. Et ça, c'est fondamental. On travaille notamment sur un projet de collège public. Aujourd'hui, dans la salle, pour parler de ce projet-là, on a l'éducation nationale, on a la métropole, et on a, par exemple, un collectif de parents qui avait décidé de créer un collège privé pour pouvoir justement porter toutes ces ambitions d'approche un peu différentes. Et aujourd'hui, ce sont ces acteurs-là qui sont en capacité de s'asseoir autour de la table et de réfléchir à comment réfléchir justement en mode coopératif et non plus compétitif pour pouvoir apporter une solution qui soit idéalement adaptée à la façon dont
chaque enfant grandisse. Merci. Je crois que André, vous avez revisité le collège aussi, une expérience à Mantes-la-Jolie. Tout à fait. Alors que j'ai eu la chance de participer ou d'animer moi-même des innovations pédagogiques, et avec Jérôme Salté, qui est un entrepreneur de produits pour jeunes, l'entreprise marche et il fait du mécénat scolaire. On a essayé de faire de la veille, de voir dans le monde qu'est-ce qui marchait au niveau du collège. Et on a essayé de rassembler tous ces éléments-là pour faire un projet qui devrait se naître au Val-Fouré en 2020. Ça a pris un peu de retard, malheureusement. Voilà. Alors c'est un collège un petit peu différent dans la mesure où on sort du fonctionnement habituel. On pourra faire le collège en 3 ou 5 ans. Puis forcément avec la gradation habituelle. On sort aussi de la routine de la classe, on sort de la routine d'une heure un prof à une matière. Il y aura des temps courts pour des apprentissages style grammaire, conjugaison, des temps longs pour faire des projets, par exemple. Surtout, ce qui est important, c'est on suit les élèves, notamment par l'évaluation. L'évaluation, c'est plus... On sort du système habituel où aujourd'hui, on fait le cours, à la fin du cours, on fait une évaluation, le prof raconte quelques éléments et puis on passe à autre chose. Là, l'évaluation sera directement de l'apprentissage, par exemple. Là, les enfants, une fois qu'ils ont fait l'évaluation et qu'on aura repéré les obstacles, ils pourront reprendre ce qui n'a pas marché. Parce que même s'il y en a 12, c'est un tiers du savoir qui n'est pas acquis. Donc, c'est important de voir ce qui n'a pas marché, où sont les obstacles, et de faire de la remédiation ensuite, vous voyez. Donc, on ne lâche pas les élèves, dans la mesure où on les suit en permanence, et en même temps, il y aura des tuteurs profs et des tuteurs aussi élèves, des anciens, qui joueront un rôle aussi là-dessus. Oui, ces éléments-là qu'on met en place, c'est une autre culture, là aussi, qu'on essaie d'introduire, si vous voulez, où les profs sont plus les héros d'une discipline. Les profs sont des personnes qui sont là pour accompagner les élèves, et notamment, ils ont une formation largement sur la façon de penser des élèves, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, et en même temps, la vie sociale d'une école, par exemple. Ces éléments-là qu'on met en avant. En plus, c'est une école du positif. Les élèves seront plus stigmatisés. On mettra plutôt en avant les choses qui marchent que les choses qui ne marchent pas. Pour ceux qui ne marchent pas, on essaie de les travailler. Bon, voilà quelques pistes déjà. Après, on en a d'autres, si vous voulez, en particulier dans la mesure où il y aura plus de classes, il y a des grands espaces, il y a des petits espaces. La classe était pensée autrement. Il y a surtout des espaces où les élèves peuvent travailler par eux-mêmes, ce qu'on appelle des studios, ils peuvent travailler tout seuls en petits groupes. Vous avez un petit exemple à l'entrée là de studio ici qui existe. Là, vous voyez au premier étage. Là, nous, on essaie de mettre ça en place en laissant beaucoup d'importance justement au travail des élèves par eux-mêmes, parce qu'on va surtout travailler sur ce qui vous intéresse, l'apprendre à apprendre. Du coup, justement, en termes de forme et ce sera un collège qui va intégrer tous ces éléments architecturaux de cette réflexion d'une nouvelle manière d'apprendre. À l'essai, on se bat avec l'architecte, parce que les architectes ne sont pas prêts non plus. Il n'y a pas que les profs qui ne sont pas prêts. Il y a les architectes qui ne sont pas prêts, qui ont l'habitude de faire des classes habituelles, toutes pareilles. Et là, on essaie de transformer justement les locaux et de se battre avec lui. C'est pas toujours évident, l'architecte, parce qu'il sait. Malheureusement, les architectes s'intéressent aux façades et pas forcément à la façon de vivre des gens à l'intérieur. C'est un combat à mener aussi. Et justement, si on continue donc sur peut-être les modèles du futur, est-ce que, il y a déjà des pistes qui vous semblent, à travers à la fois la réflexion que vous menez ou les expériences que vous suivez, oui, il y a déjà des pistes qui se dessinent, choses qui vous semblent vraiment importantes? C'est une grande question. Et je la pose aussi bien finalement à André qu'à Tiffaine, puisque tous les deux vous suivez des expérimentations, donc... Oui, tu peux passer ton tour si tu veux. Non, au contraire. Dans tous les établissements scolaires que j'ai eu la chance, et je soulignerai 3 fois la chance de visiter, ce qu'on a pu constater, c'est des enfants qui sont en pleine connaissance d'eux-mêmes, déjà, dans un premier temps, parce que finalement, les professeurs qui les accompagnent les mettent dans des postures que probablement peu de gens ont connues dans cette salle, c'est-à-dire d'être
auteur de sa vie et acteur pour la société. C'est-à-dire que ce sont des approches pédagogiques qui peuvent fonctionner par projet, qui peuvent se baser sur la recherche interdisciplinaire, où finalement on va interroger les jeunes en leur demandant mais qu'est-ce que tu as envie de découvrir, qu'est-ce que tu as envie de faire, et surtout comment est-ce qu'on peut se mettre en action. Donc c'est des approches qui pour beaucoup font travailler le pouvoir d'agir des jeunes. Et quand on a cette capacité des tout petits de se rendre compte qu'on peut être curieux de quelque chose, aller creuser un sujet et surtout avoir un impact positif, c'est quand même un apprentissage qui est assez puissant pour toute la suite de sa vie. Sans critique aucune, je pense que, pour reparler de mon expérience de l'école, je pense que j'ai pas connu le travail en équipe avant les TPE, qui devaient avoir lieu en terminale à l'époque. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans les établissements qu'on visite avec Ashoka, généralement, il n'y a pas de tranche d'âge. Enfin, les classes d'âge sont plutôt mélangées. Et il y a vraiment cette philosophie de dire on apprend de tous, en tout temps et de toute façon. Et voilà, finalement, le reflet assez simple de ce qu'on trouve plus tard en tant que grand. On n'a généralement pas tendance à parler qu'aux gens qui ont la même année de naissance que soi. Et de la même façon, on ne travaille pas toujours tout seul dans son coin quand on est dans le monde économique, etc., etc. Donc c'est finalement des structures qui bien souvent ont cette curiosité du monde extérieur, qui permettent parfois un peu plus de porosité que ce qu'on peut voir dans des établissements classiques, et surtout qui s'intéressent fortement aux défis d'aujourd'hui et de demain. Dans cette perspective, nous on met en place des moments où on travaille sur la personne de l'élève. On leur permet de travailler sur elle-même. Ça manque largement à l'école, notamment par rapport à l'estime de soi, à la confiance en soi. Alors, si vous êtes intéressé, on pourra parler des activités qu'on peut faire. Il faut développer la personnalité de l'élève. C'est très important dans l'apprentissage. En même temps, on travaille aussi sur le sens de l'école, le sens de la discipline, le sens du savoir. Pour beaucoup de jeunes, notamment de banlieue, apprendre, c'est enchi, relou. On essaie de faire passer l'idée qu'apprendre, en réalité, c'est libérateur. Plus on sait, moins on est dépendant. Donc là aussi, réfléchir à quoi sert l'école, à quoi sert le savoir, etc. Ce qu'on appelle la métacognition de façon barbare. Et ces moments-là sont aussi importants à mettre en place. Et puis pour revenir à l'architecture est vraiment fondamentale pour faciliter les rapports, travail de groupe, travail personnel, etc. Et puis surtout éviter le bruit, qui est terrible dans les collèges actuels, c'est le bruit. Donc c'est comme ici, amortir le son. Mettre pas du grès par terre, mais des choses qui amortissent le son, c'est important. Puis des choses un peu agréables pour changer un peu l'image de l'école traditionnelle avec ces chaises lourdes, comme vous avez en face. Alors je ne sais pas si l'amphithéâtre, c'est la meilleure solution, mais déjà, il y a des pistes qu'on peut récupérer ici pour penser l'école autrement. Moi, j'ai la question du passage à l'échelle, mais du coup, c'est peut-être Philippe qui va pouvoir y répondre. De tout ce qu'on entend et qui, effectivement, permettrait d'améliorer significativement l'école, comment est-ce qu'on passe à l'échelle et on pense à l'échelle d'un pays? Et plus juste un territoire, c'est super, mais pas qu'il y a 12 millions d'enfants, quoi. Peut-être que, d'abord, on pourrait poser la question, représentant du ministère, de savoir finalement quel est le grand défi à relever par ce ministère. À un moment, j'espérais que tu m'avais oublié, en fait. Parce que puis j'ai écouté, j'ai noté. Donc, je vais répondre à la première question et ensuite à celle de Jennifer. Donc, quel est le défi à relever? Tout ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est peut-être un fantasme ou une réalité supposée, ou la réalité d'une école qui est conçue au 19e siècle, avec des enseignants qui ont été formés avec des méthodes du XXe siècle, qui sont du XXe siècle, et qui doivent enseigner à des enfants du XXIe siècle. C'est le défi qu'on a à relever. Avec un changement de paradigme, parce que le numérique, on va vous dire enseigner par le numérique au numérique, voilà. Bon, on a oublié qu'il fallait permettre aux enseignants de former par le numérique aussi, et on a oublié l'enseignement. Voilà.
Nous, le défi qu'on doit relever, c'est un défi collectif. Une personne disait qu'il y avait une responsabilité collective et il y a une humilité aussi collective. Il n'y a pas une seule méthode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis, par exemple, pour le numérique. Voilà, et vous m'avez vu, voilà, j'ai un stylo plume comme avant et je note au stylo plume. Voilà. Parce que j'ai une façon de mémoriser les choses qui peuvent s'apparenter voilà, à cette nécessité d'écrire les choses. Et à un moment, tu vois, quand tu es intervenu, Marc, au début, tu t'es trompé, tu as dit « Désolé, je me suis trompé, tu as repris ». Les outils qu'on met en place, en fait, que ce soit numérique ou autre, parce que c'est aussi tous les ressorts cognitifs qui ont été évoqués par Tiffaine ou par André, c'est un changement de paradigme total. C'est permettre de passer de la sanction au droit à l'erreur. La sanction, c'était quoi? C'était je vais vérifier ton niveau de connaissance, ton expertise. Et tu as fait une faute. Et tu as fait une faute déjà. Et en plus, tu n'auras pas 20 sur 20, mais tu auras 15 sur 20 ou 5 sur 20. Mais jamais on va, très peu, on va revenir sur cette erreur-là. Et ce changement de paradigme qui permet de refaire, de recommencer. On parlait de l'envie d'apprendre, du plaisir d'apprendre. Ça, c'est aussi quand même des éléments qui sont initiés dès maintenant. Et on parlait aussi de gamification, le jeu par rapport à l'enseignement. Bien sûr qu'on fait actuellement ces parallèles. Je crois que c'est vous, madame, qui disiez tout à l'heure, les enfants sont beaucoup plus intéressés par ce qu'ils voient sur Internet que ce qu'ils peuvent ressentir dans le cadre de l'apprentissage dit classique. On peut utiliser les ressorts du jeu, par exemple capter l'attention, la narration, le monde fantasy, développer la communauté, l'entraide, l'empathie. Bon, évidemment, si on met que des jeux un peu sauvages, on va peut-être faire des serial killers, mais on va éviter ça quand même à notre niveau. En tout cas, tous ces éléments qui ont été évoqués, on a donc dans l'idée, évidemment, de les mettre en place, et on les a déjà mis en place. Alors c'est très embêtant de vous parler de choses qui existent, parce que manifestement, vous ne les connaissez pas, et c'est de notre faute. Et je vais donc répondre à la question ou à la demande de Jennifer sur la mise à l'échelle de tout ça. Nous avons énormément d'initiatives. Les premières initiatives, ce sont les professeurs qui les apportent en changeant leur méthode d'enseignement dans l'école et hors l'école, avec les outils du numérique, mais pas exclusivement, d'autres outils, parce qu'il n'y a pas que l'outil numérique qui va permettre de suivre l'ensemble des enfants. Nous avons nous-mêmes mis en place des outils, banque de ressources numériques et éducatives, pour ne pas les citer, qui embarquent non seulement du contenu, mais du service, et notamment du service qui permet de suivre de façon individuelle l'évolution des enfants, qui prennent en compte certains handicaps comme les 10. Donc, on a mis en place cela. C'est en cours de déploiement. Il y a 170 000 professeurs qui sont abonnés à ces banques de ressources. Pour autant, il faut développer l'usage au quotidien. Et puis, on va lancer d'autres expérimentations, notamment la mise en place d'un assistant prof-élève pour l'apprentissage du français et des mathématiques pour les élèves de CP, CE1, CE2, donc par l'intelligence artificielle. La procédure
d'analyse des offres est en cours, donc c'est dans le cadre d'un marché public. Voilà. Et à côté de ça, il y a 90%, peut-être 99% des classes qui restent sous le format, ce qu'on appelle le format bus, avec donc le chauffeur devant et les rangées de personnes derrière. Et il y avait une collègue de la DNE, et je pense qu'on parlait d'humilité. Je pense qu'il faut être super humble. Ça va être très très long. Très long. C'est-à-dire que même s'il y a une prise de conscience qui est réelle, qu'il y a des efforts qui sont réalisés, des moyens qui sont mis, ça va être très long. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut former les profs. On ne va pas les laisser comme ça. Parce que je vous parlais de la narration, mais vous avez des profs qui nous ont captivés. Hein. Lisez, je suis sûr que tout le monde a lu Catherine Guéguen et Cyrulnik sur l'impact émotionnel du professeur sur l'élève. Et cet impact-là, il existe encore même dans le monde du numérique, parce que évidemment, on parlait de l'architecture qu'il fallait modifier pour que cette architecture permette une meilleure collaboration entre les élèves. Changement de paradigme. Encore, quand on était enfant, enfin en tout cas ce qui me concerne, quand il y avait l'interrogation, on empêchait notre camarade qui était en difficulté de copier sur nous. C'est-à-dire que non seulement ça nous faisait certainement mal de ne pas l'aider, mais l'autre était en plus dans une situation d'échec. Là, il faut tout changer. Là, il faudrait proposer aux enfants qu'il n'y ait plus du tout ce rapport-là. Parce que l'intérêt, c'est pas que l'enfant qui réussisse seul. Quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, parce que je représente une mission de service public, on ne peut pas comprendre la liberté et l'égalité sans le lien qu'on fait avec la fraternité. Je ne peux pas être libre sans imaginer que l'autre soit libre aussi. Je ne peux pas être égal sans imaginer que l'autre soit égal aussi. Et dans notre système éducatif, on parlait d'inclusion ou d'exclusion. On ne peut pas imaginer qu'on ne puisse rester sans rien faire quand on sait que 150 000 élèves sortent du système scolaire sans diplôme. Ça, ce n'est pas possible. En dehors même de la logique de la transformation de l'école. Donc, on doit répondre à des urgences et on doit répondre aussi à des demandes qui sont quel sera le citoyen de demain. Le citoyen de demain, c'est celui qui va aussi avoir l'esprit critique, celui qui va devoir apprendre tout au long de la vie, celui qui va... Voilà. Et donc l'idée, c'est de mettre en place ces outils numériques, mais pas que, et d'être dans une trajectoire, mais on ne peut pas se mentir, ça va être très long. Notre système, vous regardez une classe au début du siècle, vous regardez la classe maintenant, c'est le même système. Et des fois, il y a un tableau blanc interactif quand même qui apparaît. Voilà. Mais, par exemple, je vais vous donner mon cas, puis c'est la dernière fois que je donne mon cas. Je suis né dans donc, près d'ici, enfin pas près d'ici, mais dans le 9-3 à la Courneuve, dans les 4000 logements. Ce n'est pas le lieu le plus sympathique pour apprendre. Et pourtant, voilà, j'ai appris, parce que je suis tombé sur des profs qui m'ont donné envie d'apprendre. Et je suis retourné, donc malheureusement 42 ans après, voilà, bon, pour voir comment c'était devenu. Alors, j'ai été très surpris. Je ne m'imaginais pas, alors je le savais parce que étant dans l'éducation nationale, je sais quels sont les établissements qui sont évidemment connectés, mais j'ai été surpris de voir la classe, comment elle fonctionne. Et je pense que c'est important pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour nous du ministère, d'aller voir comment ça fonctionne réellement. Avec une limite quand même sur le retour utilisateur. Parce que maintenant, tout le monde dit
UX, voilà, UX designer, enfin design, bon, c'est super. Ça me rappelle quand même un exemple qui avait une histoire d'Henry Ford. Quand il allait voir ses clients, il prenait aussi le retour utilisateur. Qu'est-ce que vous voulez absolument que je fasse? Des chevaux qui aillent plus vite. Nous, on ne peut pas faire des chevaux qui aillent plus vite. On veut une école qui s'adapte aux contraintes de demain, déjà d'aujourd'hui, mais de demain. Et apprendre à apprendre, l'envie d'apprendre, le plaisir d'apprendre, l'esprit critique, ça aussi, c'est des éléments, être autonome, c'est des éléments qui nous guident dans la conception de nos ressources, nos services, et aussi le soutien des initiatives qui sont réalisées ici ou là par nos collègues, mais aussi par le monde du privé. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Mais globalement, les plupart des enseignants ne savent pas faire ça. Il y en a que quelques-uns. Et pour aller dans votre sens, il se passe beaucoup de choses intéressantes dans votre institution. Il y a plein d'innovations. Mais le gros problème, c'est que l'école n'a pas d'histoire. On réinvente la roue en permanence. On présente comme une nouveauté la pédagogie inversée, alors que ça se faisait il y a 30 ans. Alors, à l'époque, ça ne se faisait pas par le numérique, ça se faisait par la vidéo, ça se faisait par les polycopiés. Mais c'est déjà la pédagogie inversée. Ce n'est pas une nouveauté. Vous voyez. Donc là, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de mutualiser tout ce qui se fait de bien chez vous. Alors que la culture traditionnelle de l'école, c'est d'attendre des choses qui descendent. Et là, depuis 30 ans, on a des ministres qui chacun fait des injonctions contradictoires. Et ce qui fait que les enseignants attendent la prochaine injonction. Ce qui bloque le système. Je vais me permettre de réagir par rapport à ça. Effectivement, il y a un enjeu, il y a plein de choses extraordinaires qui sont faites de droite, de gauche, par différents acteurs. À l'échelle du territoire, je parlais de Lyon tout à l'heure, mais Ashoka accompagne Lyon, mais il y a plein d'autres territoires comme Marseille, Dijon, Besançon qui font des choses tout à fait extraordinaires. Et un des enjeux qui a pu être identifié dans cette démarche-là, c'est justement la capacité à répliquer, à essaimer. Et plus que répliquer, parce que ce qui sous-tendrait de faire la même chose ailleurs, c'est vraiment l'essaimage. Donc on a tout un enjeu de documentation et de mise à disposition de tout ce qui se fait dans ce cadre justement de territoire apprenant. Et c'est là où on repose beaucoup sur la recherche. On a ce travail-là dans le cadre de ce projet de se dire on n'a pas envie d'être propriétaire de cette démarche, ça n'aurait aucun sens par rapport à toutes les valeurs qui sont prônées, mais par contre, comment est-ce qu'on prend le soin de mesurer l'impact de tout ce que l'on fait pour que ça puisse être une ressource disponible pour d'autres qui auraient envie de se lancer dans cette démarche-là. Et comme je le disais, il y a plein d'autres territoires en France qui sont en mouvement, chacun à leur façon, chacun avec leur format, parce que les enjeux d'un territoire lyonnais, par exemple, ne sont pas forcément ceux qu'on va rencontrer à Dijon, ou encore moins en Corée, ou encore moins en Espagne. Un exemple tout bête, par exemple, en Corée, il y a cette dynamique aussi de territoire apprenant qui se manifeste sous une forme qui est complètement différente, parce que en Corée, ce sont les professeurs qui tirent le signal d'alarme en disant c'est plus possible. On a des jeunes qui rencontrent les notions de burn-out avant l'âge de 10 ans et qui peuvent aller justement sur des situations extrêmement compliquées, voire même définitives. Et l'enjeu là-bas, c'est plutôt de convaincre les parents qui, de par leur culture, ont justement un niveau d'exigence dans la réussite scolaire qui est sensiblement différent de ce qu'on peut connaître nous. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas, encore une fois, une seule solution, mais c'est bien par cet esprit de coopération, de partage des pratiques, et encore une fois, je pense qu'on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est fondamental, d'humilité, que l'on pourra faciliter le changement d'échelle. Merci Tiffaine pour cette parfaite conclusion. Donc on va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Je vous remercie à tous les trois et à vous tous.